Bonjour. Donc, pour cette reprise à la rentrée à Paris, je vous parle de deux films. Le premier, c'est Sirat, d'Oliver Lax, qui est un film espagnol, qui a été présenté en compétition officielle au Festival de Cannes 2025. Alors, c'est un film, donc Sirat, c'est le chemin vers Allah qu'on doit emprunter pour rencontrer Dieu. Et c'est un chemin aride, apparemment, si on se réfère à ce film qui se passe dans le désert marocain vers la frontière avec la Mauritanie. Alors, il s'agit de personnes un peu à la fois blessées par la vie, handicapées, à la fois trash et punk, qui se dirigent avec des voitures, des vannes ou des camping-cars pour aller participer à une rave party dans ce désert. Voilà. Alors, c'est une situation qui est un peu inquiétante et étrange. Et en chemin, donc, il y a un père de famille à la recherche de sa fille, qui est joué par un excellent, comme souvent c'est le cas, Sergi Lopez, et qui est accompagné de son petit garçon. Voilà. Alors, on a ici, ensemble, réuni toute la trame d'une tragédie. Et c'est un très beau film, c'est un film noir, qu'on ne peut pas raconter comme ça, évidemment, ça serait dommage. Moi, je vous le laisse découvrir. Alors, évidemment, à chaque fois que je le conseille, on me dit « Oh, bah, dis donc, merci, c'était pénible, c'était dur. » Donc, je le dis, évidemment, c'est pas un petit Mickey, c'est un film très dur, à la fois sur la guerre, la solitude, le chemin aride de notre vie, les douleurs qu'on doit endurer, mais également cet espoir qui est l'image finale quand les trois personnages qui sont sauvés de cet enfer se retrouvent dans un train qui les conduit vers, certainement, on imagine la mer, vers Agadir. Voilà, très beau film. Bon, alors la suite de cette rentrée, donc c'est un film que j'aime beaucoup, qui s'appelle Météore, d'Hubert Charuel, et le scénario est de Claude Lepape. Alors qu'on ne s'y trompe pas, Claude, c'est un prénom qui est non genré, mais donc c'est une fille, Claude Lepape. Très beau scénario, très beau film, et c'est pas étonnant parce que c'est 8 ans quand même. Il a mis 8 ans, Hubert Charuel, après Petit Paysan, qui avait lancé la carrière de Svan Arlo, de nous faire encore un chef-d'œuvre, parce qu'il faut pas se tromper, c'est un très très beau film, donc dans lequel il y a 3 acteurs formidables, dont celui qu'on voit partout, Paul Kircher, mais pas seulement lui. Et il y a un lieu qui est emblématique et je trouve qui apporte beaucoup de mystère au film, c'est la tour Mico, qui est située donc en Haute-Marne et qui est un chef-d'œuvre d'art déco. Alors moi je trouve que ce film évidemment c'est un hommage à l'amitié entre ces garçons complètement paumés dans ce que Charuel appelle la diagonale du vide, c'est-à-dire cette région qui est en train de mourir parce que les aciéries ont disparu et il n'y a plus d'espoir pour la jeunesse, il n'y a plus de travail. Or, cette amitié, l'alcool, la drogue, font que le film, quelquefois, lorgne du côté de Steinbeck, Of Mice and Men, des souris et des hommes. C'est l'amitié entre un garçon qui va jusqu'au bout de ses limites. Alors on se demande si c'est parce qu'il est provocateur ou si c'est parce il a un petit problème psychologique, comme dans le livre de Steinbeck, mais c'est son ami qui, en fait, va le sauver. Et alors en plus de ça, pour la cerise sur le gâteau, si on peut dire, c'est que le film se passe et l'emploi qu'on propose à ces deux jeunes gens, c'est d'aller travailler dans les endroits où on enfouit l'uranium, dans des caisses ou dans des récipients en béton enterrés sous la terre. Voilà. Donc c'est aussi un endroit où comme disait Coluche, les oiseaux volent à l'envers pour ne pas voir la misère. Alors ce coup-ci, je vais vous parler de 2 films, un que je n'ai pas vraiment beaucoup aimé et l'autre que j'ai adoré. Alors on va commencer par celui, je suis un petit peu sceptique, c'est 2 pianos d'Arnaud Desplechin. Alors je sais plus si je crois que c'est le 16e film d'Arnaud Desplechin, donc ce n'est pas un débutant. J'ai quand même pas mal de fois des problèmes avec son cinéma. Là, je dirais que il est plus proche d'un de ses derniers films qui s'appelait Frères et Sœurs, où on assistait
comment dire, un frère et une sœur qui s'étaient perdus de vue. Donc moi je dirais que c'est plutôt le style mélo intellectuel. Alors, mais mélo intellectuel, moi si par exemple on parle de films Almodovar ou Douglas Sirk, qui est le mélo flamboyant, je trouve ça vraiment bien. Mais là, on a l'impression qu'il aimerait faire un mélo, mais qu'il ne s'en donne pas les moyens. Alors, le thème est assez simple, enfin, oui, c'est simple, c'est des retrouvailles, encore une fois, entre deux amants, un homme et une femme. Et lui est pianiste, un peu paumé, on ne sait pas trop pourquoi, il est un peu sous l'emprise de sa mère, et il retrouve sa professeure, et on imagine amante, une très vieille dame qui va donner son dernier concert, qui est joué par Charlotte Rampling. Et à cette occasion, il retrouve une jeune fille qui est jouée par Nadia Terezensky et qui est formidable. Elle est très belle en plus. Et il tombe dans les pommes parce que ça lui rappelle cette histoire d'amour impossible. Lui, l'acteur, malheureusement, je crois que c'est une erreur de casting. Et il a pris François Civil. Alors François Civil, on a plutôt l'habitude de le voir sur des canassons ou avec des guns. Alors là, en pianiste, bon, c'est un peu, voilà. Et alors chacun fait évidemment son travail jusqu'au bout, mais on a l'impression que la sauce ne prend pas. Et c'est pourquoi, je suis pas tellement convaincu par ce film qui en plus aborde le domaine de la musique. Donc deux pianos, ce sont deux personnes qui vont se répondre par des pianos, enfin un piano chacun. Et je trouve que au niveau même de l'émotion musicale, ça ne fonctionne pas. Voilà. Ah bon, désolé. Le second, c'est Nino. Alors là, j'ai découvert ce film. C'est un premier film de Pauline Loguès et c'est Théodore Pellerin, qui est un acteur québécois qui crève l'écran. Donc, le film a eu le prix à la Semaine de la Critique à Cannes 2025. Et pour un premier film, je trouve que c'est magnifique. C'est un road movie dans Paris. Voilà, si on peut dire un road movie à pied en plus. Parce que c'est un jeune homme qui attend les résultats d'une analyse parce qu'on le soupçonne d'avoir un cancer. Et il va errer comme ça va rencontrer sa mère, il va rencontrer une fille qui était au lycée ou au collège avec lui. Et moi, ça m'a rappelé ce film, L'envers de Cléo de 5 à 7 d'Agnès Varda. Parce qu'Agnès Varda, donc, c'était 2 heures, de 5 à 7, elle attend les résultats. Et si je me souviens bien, la fin sera optimiste. Alors que là, la fin, bon, je veux pas la dévoiler, mais elle est pas très optimiste par rapport à sa maladie. Et il y a une scène qui est très touchante, c'est quand il va à une soirée où il a son copain qui paraît assez distant et froid, toujours en train de faire des plaisanteries, qui là, d'un seul coup, c'est la surprise, le matin où il doit se rendre à l'hôpital, sera présent. Donc ça donne encore une fois l'impression qu'on peut croire encore en l'humanité. Voilà, donc c'est un magnifique premier film. Bon, alors 2 films que j'ai aimés. Après, j'aime beaucoup de films d'ailleurs en général. Je ne suis pas particulièrement la dent dure. Hein. Alors là, c'est Nouvelle Vague de Richard Linklater. Il y a des gens qui disent, et moi je serais presque tenté aussi de dire qu'il aurait dû ou pu avoir la Palme d'Or à Cannes, parce que c'est quand même un énorme travail, que ce soit direction d'acteur, que ce soit technique, parce que il est arrivé à avoir à la fois l'ambiance du Paris de ce début des années 60, il était arrivé également à voir aussi la qualité de l'image en noir et blanc, et les acteurs sont formidables. Voilà. Alors le film s'appelle Nouvelle Vague parce que il part du principe que après les 400 coups présentés en 59 à Cannes par François Truffaut, comme tout le monde le sait, le cinéma a changé et le réalisateur, dont Richard Linklater, part du principe que finalement le film que va réaliser Jean-Luc Godard, qui s'appelle À bout de souffle, qui se passe dans Paris, est un film qui va annoncer l'émergence de cette nouvelle vague annoncée par le film de Truffaut, Les 400 coups. Alors, il faut dire une chose, mais ça, je crois que beaucoup de monde le sait maintenant, pardon, c'est que Truffaut, Rohmer et Godard étaient donc des critiques décaillés du cinéma et ils se sont lancés tous dans la réalisation.
Lorsque Godard a envie de réaliser donc à bout de souffle, il n'a jamais tenu apparemment, d'après le film et d'après la réalité, il n'a jamais tenu une caméra. Il est plein de théories, c'est un homme qui a beaucoup de théories comme Truffaut sur le cinéma, mais il n'est jamais passé à l'acte. Donc là, on le voit, il trouve enfin un producteur et on assiste à ses caprices, à ses délires, et le producteur, tout le long du film, ne pense pas que le film va être, va avoir du succès, va avoir une importance. Or, ça va être, d'après lui, mais d'après beaucoup de critiques, l'acte fondateur de la nouvelle vague, d'où le titre. Voilà, donc un film très intéressant et je crois que nous aurons l'occasion d'y revenir avec Hugo Dervizoglou. Et le deuxième, alors je ne les mets pas en parallèle, quoique, c'est Moi qui t'aimais de Diane Curis. Alors je sais que les critiques l'ont détesté, pas aimé, critiqué, je m'en moque. Moi je trouve que les films de Diane Curis, alors moi ma référence Diane Curis c'est Diabolomante et je trouve qu'elle a toujours été vraiment la championne pour montrer des situations dans des temps déterminés. Elle a vraiment la notion à la fois de la psychologie des personnages et de comment elle ressent l'époque dans laquelle elle inscrit son film. Alors là, Moi qui t'aimais, c'est les amours entre, évidemment, Simone Signoret et Yves Montand, dans le Paris des années 70, on va dire, sur leur petite place là du quartier Saint-Germain-des-Prés, avec leurs amis, leurs soucis, les problèmes de boisson, les infidélités du Yves Montand, mais c'est pas du tout un film genre Paris Match que va aller regarder. Non, c'est au contraire une approche bien sentie parce que derrière ce couple qui s'aime mais qui se déchire, puisqu'évidemment on revient évidemment sur l'épisode Montand et Marilyn Monroe, c'est aussi toute une époque qui est complètement différente de la nôtre, avec d'autres codes moraux, d'autres politiques d'ailleurs. C'était une politique et on le sait, ils étaient tous les deux impliqués dans le communisme. Et c'est le moment où d'ailleurs leur vision du communisme va commencer à changer, ils vont un peu se détacher du parti communiste, et on sait même que Yves Montand va être l'artisan finalement de cette mondialisation, puisqu'il va soutenir François Mitterrand. Celle que je trouve le plus proche, elle, de son idéologie, c'est-à-dire la plus pure, c'est quand même Simone Signoret, parce c'est au moment aussi où elle est en train d'écrire La nostalgie n'est plus ce qu'elle était, ce livre qu'on lui a commandé. C'est un livre de commande. Dans le film, on voit qu'elle a beaucoup de mal à l'écrire, parce qu'elle n'est pas écrivain, bien sûr, et c'est un livre, qui va vraiment marquer dans ces époques-là, évidemment, l'histoire de la littérature française, parce que c'est là qu'elle va vraiment se dévoiler. Et alors, évidemment, cerise sur le gâteau, c'est interprété par deux comédiens géniaux, Marina Foïs, évidemment dans le rôle de Simone Signoret, et Roch Dizem, il est arrivé même à apprendre les intonations de Yves Montand, et il est vraiment saisissant. Il ne ressemble pas à Yves Montand, mais il l'interprète parfaitement. Regarde. Alors, Chaise 51, est un film qui a été réalisé par Cédric Jimenez et c'est tiré d'un roman de Laurent Godet chez Actes Sud, voilà, qui est paru en 2024. Donc, Cédric Jimenez qu'on connaît, parce qu'il fait beaucoup de films d'action, donc l'a adapté très vite. Alors, que dire de ce film? Disons que l'idée de départ du roman est respectée, c'est-à-dire que nous sommes dans un monde là qui est c'est une dystopie, c'est-à-dire qu'on n'en est pas loin. Quand on lit la notice du film ou du livre, on nous dit dans un futur proche, moi je dirais que c'est même pas un futur proche, c'est que nous y sommes. C'est-à-dire nous sommes gouvernés par une intelligence artificielle néfaste et donc qui gère la vie des gens, qui gère les opinions, enfin il n'y a plus de liberté, voilà. Donc le parti pris du livre est là. Alors Cédric Jimenez a placé donc son récit dans le Paris de on ne sait trop quelle année. On pourrait à un moment donné du film, puisqu'on voit que dans la boîte de nuit Millennium, les gens
compte à rebours le passage à une autre année. Est-ce qu'on passe au 3e millénaire? Je ne crois pas. On doit changer d'année, donc on doit être dans les années 2026, 27, 28, si nous ne sommes pas écrasés par une guerre mondiale à ce moment-là. Donc Paris est divisé en 3 parties et il y a des quartiers où il y a des checkpoints où on ne peut pas entrer, donc la drogue, les politiciens corrompus, enfin bref, tout ça, c'est un peu ce que nous vivons de nos jours d'ailleurs. Voilà. Alors qu'on est dans un truc où il y a beaucoup d'actions, donc Gilles Lelouch et Adèle Exarchopoulos sont les 2 personnages principaux, ils font tout ce qu'ils peuvent, hein. Mais alors ils peuvent, bon, elle a une espèce de perruque noire qui la fait ressembler à un personnage donc d'Enki Bilal. On est dans un Paris apocalyptique, un Paris de dystopie. Mais moi, je suis en train de me poser une question. Donc, ce genre de film ou même de littérature se base, par exemple, sur Soleil Vert, par exemple, ou sur Orange Mécanique. Mais ces films-là avaient une position idéologique. Je ne dis pas qu'ils ont changé le monde, de la preuve. Au contraire, ils avaient la prescience de ce qu'il est en train de nous arriver 30 à 40 ans plus tard. Tandis que là, on se demande si ces films-là, au lieu de nous faire peur ou de nous prévenir contre ce danger de l'intelligence artificielle, ne sont pas faits finalement pour nous habituer à avoir à supporter ce fléau. Voilà, c'est la question que je pose. Donc, est-ce que c'est un film utile? Bon, c'est même pas un film divertissant, hein, c'est un film, voilà, c'est un film qui fait passer le temps et qui inquiète. Bon, voilà. Le second, que j'ai mieux aimé, mais vous me direz évidemment, on ne peut pas comparer une chose, voilà, et c'est 2 choses complètement différentes. L'autre, c'est le film sur Marcel Pagnol, c'est un film d'animation en plus, réalisé par Sylvain Chaumet. Et là, je trouve que par rapport à ces 3 films d'animation précédents, Les Triplettes de Belleville dans l'ordre, hein, L'Illusionniste et Attila Marcel, il fait c'est plus soft, parce que ces 3 films que je viens de nommer étaient quand même des films un peu inquiétants dans leur genre, dont notamment L'Illusionniste, qui était un film en hommage à Jacques Tati. Attila Marcel, c'était sur le boxeur Marcel Cerdan. Et il y avait, même dans Les Triplettes, il y avait toujours une ambiance un petit peu, pas malsaine, mais un petit peu étrange, un petit peu, oui, un peu dérangeante. Alors que là, dans Marcel Pagnol, même s'il y a toujours quand même ce côté un petit peu étrange, évanescent, c'est quand même un bel hommage au cinéma de Marcel Pagnol. Alors Marcel Pagnol, évidemment, on ne le présente pas, et c'est un film, c'est un biopic, comme on dit, mais un biopic en animation. Donc c'est l'arrivée de Marcel Pagnol qui passe un concours, qui devient professeur d'anglais et qui débute à Paris. Il monte avec sa chérie, et puis petit à petit, bon, il va écrire des pièces de théâtre, puis après des films, après il va créer ses studios, il va rentrer à l'Académie française, et tout est présenté comme des enluminures. Bon, et c'est pas des images d'Épinal, c'est au contraire très poétique, et ça a été fait avec évidemment avec l'accord et la participation du petit-fils de Marcel Pagnol lui-même, et c'est un bel hommage, mais c'est pas un hommage gnangnan, parce qu'il y a quand même ce côté un petit peu de Latin lover que on lit pas dans les biographies. Bon, c'est un homme qui a eu beaucoup de femmes, qui les a fait jouer, dont notamment Oran de Mazis, dont on a beaucoup décrié les talents d'actrice dans la trilogie César Marius et Fanny. Mais l'idée du passage de l'Occitanie, enfin de Marseille, qui est quand même une des villes les plus importantes de France, à Paris, et le contraste entre ces 2 villes qui sont complètement antinomiques et la mélancolie qui se dégage du cinéma de Marcel Pagnol. Alors 2 films, mais il va y avoir une petite surprise, parce que tu vas voir. Là, je sors du film, donc je suis vraiment encore dans ce film. C'est La petite dernière d'Afzia Herzi. Alors, Afzia Herzi, on la présente plus évidemment, c'est une grande actrice. C'est Abdelatif Kechiche qui l'a découverte dans La Graine et le Mulet, et puis elle a une carrière de réalisatrice. Bon, ça, tout le monde le sait maintenant, puisque c'est son 3e film. Alors, j'en sors et je suis un petit peu sous le charme, mais moins que, par exemple, Tu mérites un amour, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Bonne mère, j'avais trouvé vraiment
profond, délicieux. Et là, je suis en train de me demander si elle n'essaie pas de faire un petit peu son Abdel-Latif Kechiche dans La vie d'Adèle. Voilà, parce qu'elle a empoigné, et avec beaucoup de courage, il faut le dire quand même, l'homosexualité à travers la religion musulmane. Et elle le traite de façon frontale, ça c'est très bien. Mais là où je la suis pas, c'est que on ne sait pas jusqu'où ce chemin va nous mener. On sait bien qu'elle a enfourché quelque chose de difficile, mais je ne sais pas si elle est arrivée à mener jusqu'au bout son projet. Alors, l'idée, c'est de prendre une jeune fille qui est apparemment, si j'ai bien compris, la petite dernière de donc 7 ans. Enfin, elle est la 8e de la famille des 7 enfants qu'ils ont eus. Et c'est Nadia Meliti qui s'y colle, donc ce n'est pas, je pense, une actrice professionnelle qu'elle a découverte et qui elle a découverte vraiment avec raison, puisqu'elle a eu le prix de la meilleure actrice à Cannes, ce qui n'est pas rien quand même. Donc effectivement, elle est excellente. Et le film là nous montre vraiment une étude. Alors c'est un peu comme dans La graine et le mulet, plus que dans La vie d'Adèle. On est à fond dans une famille musulmane, avec les traditions, les repas et les disputes. Et comme dans les films donc, de Abdel-Latif Kechiche, tout est pris sur le vif. Voilà. Alors, après, ça serait bien, mais c'est Afzia Herzi, puisque c'est tiré d'un roman, a essayé un peu de romancer cette histoire, et je trouve que c'est dans la dernière partie que lorsqu'il y a les retrouvailles entre elle et la jeune fille coréenne qu'elle aime, que ça perd un peu de sa force et que on dirait qu'on lui a imposé un happy end. Voilà. Bon. Et le dernier, alors celui-là, j'ai raté le métro, j'ai pas pu venir en ayant vu le film sur Mengele de Cyril Serebrennikov. Mais je veux en parler quand même si je l'ai pas vu. Alors, je reviendrai pour dire ce que j'en ai pensé. Mais là, déjà, même avant de le voir, je n'en pense que du bien parce que j'adore Serebrennikov. Moi, franchement, c'est un homme, j'ai découvert avec Leto à Cannes il y a quelques années. Et puis il y a Limonov, La balade, La fièvre de Petrov. Alors là, c'est le film, vraiment le coup de poing en pleine gueule, Le disciple. Voilà. Alors là, donc, il revient sur une histoire donc qui est assez tragique, qui est plus que tragique. C'est l'histoire de Joseph Mengele, le médecin nazi de Auschwitz, qui part, tout le monde le sait, il a fui en Amérique du Sud, et là il est arrivé à vraiment cacher son identité et à passer inaperçu, jusqu'à ce qu'évidemment beaucoup de chasseurs de nazis sont allés à cette époque-là. Donc je peux pas vous dire pour une fois comment le film va finir, puisque je ne l'ai pas vu, mais dès qu'on a fini l'entretien, j'y cours.